Ce matin-là a commencé exactement comme tous les autres matins dans la demeure de la Gold Coast à Chicago. Le sol en marbre captait les premières lueurs de l'aube et les renvoyait dans un éclat pâle. La machine à expresso haut de gamme vrombissait avec sa patience régulière et coûteuse. Deux hommes en noir se tenaient devant le portail dès 5 heures du matin, silencieux comme un mur. Et tout fonctionnait sans accroc, avec précision, froidement. Comme une machine qui tournait depuis trop longtemps, si longtemps que personne ne se souvenait de demander pourquoi elle tournait. Rafe Moretti, âgé de 37 ans, le patron qui contrôlait la majeure partie de la pègre de Chicago, était assis seul au bout de la table de 12 couvertes. Devant lui, il n'y avait pas le Wall Street Journal. Il y avait des messages cryptés provenant de 3 territoires. Les rapports de la nuit dernière, la confirmation qu'une cargaison avait passé le port. 17 appels manqués. Le genre d'appel ou ne pas répondre pouvait signifier beaucoup de choses. Le petit déjeuner refroidissait peu à peu. Une arme de poing reposait dans le tiroir de la cuisine, le même tiroir que les serviettes en lin. C'était l'homme que toute la ville souterraine craignait. Chaque ordre qu'il donnait n'avait jamais besoin d'être répété une deuxième fois. Il a failli ne pas lever les yeux. Il a failli ignorer ce bruit. Le petit grattement de petits pieds, un léger bruit de pas traînant et irrégulier sur le marbre. Trop petit, trop décalé, trop fragile pour une maison comme celle-ci. En moins d'une demi-seconde, il a failli le classer et l'écarter avec tous les autres bruits. Mais quelque chose l'a poussé à lever les yeux. Ce n'était pas l'instinct de survie, cette chose qui l'avait maintenu en vie pendant 13 ans dans la pègre. C'était quelque chose de plus ancien, de plus doux. Quelque chose qu'il croyait mort avec ses parents. Une petite fille de 3 ans. De grands yeux ronds et bruns, une masse de boucles noires. Elle serrait un lapin en peluche contre sa poitrine, un lapin auquel il manquait un œil. C'était comme si elle s'était égarée hors de l'endroit où elle devait être et ne savait pas comment y retourner. Et elle portait des chaussures roses ou ce qui avait été rose dans une vie antérieure. Maintenant, elles étaient délavées et ternes, tachées de marques d'eau. La semelle gauche s'était séparée du reste de la chaussure, béante comme une petite bouche à chaque pas. La chaussure droite n'avait pas de lacette. La pointe de la chaussure gauche était percée d'un trou. Et à travers ce trou, on pouvait voir le bout d'une fine chaussette rose. Si fine qu'on pouvait presque deviner les petits orteils en dessous. 3 ans, portant des chaussures qui auraient dû être jetées il y a 6 mois. Debout dans une maison de 30 millions de dollars appartenant au chef de la mafia de Chicago, le regardant avec ses yeux immenses, sans la moindre trace de peur. « Salut, dit-elle. Voici Monsieur Patch. Il a perdu un œil, mais il peut toujours voir où il va. » Et Rafe Moretti, l'homme que personne n'osait affronter, ne put rien dire pendant 3 longues secondes. La petite fille se détourna. Elle retourna vers le couloir en traînant des pieds. La semelle déchirée effleurait le marbre. C'était un son si petit, le plus petit son de toute la maison. Et pourtant, ce son allait le suivre toute la journée, toute sa vie, parce qu'il y a quelque chose chez les hommes qui passent 13 ans à construire des murs de pouvoir, de sang, de silence froid et calculé. Quand quelque chose finit par les traverser, ça ne laisse pas une petite trou. Ça fait tout s'effondrer. Et ce qui a percé le mur de Rafe Moretti n'était pas une balle. Ce n'était pas un ennemi. Ce n'était pas une trahison. C'était les chaussures déchirées d'une enfant de 3 ans. Et cette simple phrase sur un lapin en peluche avec un œil en moins, qui pouvait toujours voir la route devant lui. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur j'aime pour que plus de gens puissent l'entendre. Partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'une belle histoire aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Parce que parfois, la chose dont nous avons le plus besoin arrive de l'endroit le plus inattendu. Darcy Campos avait appris, après des années de pratique nécessaires, à se faire plus petite dans les grands espaces. Personne ne l'avait jamais assise pour lui apprendre. C'est venu tout seul, comme la mousse qui pousse du côté qui ne voit jamais le soleil. Quand on est une jeune femme avec un revenu modeste, se déplaçant dans des pièces construites pour un autre genre de personnes. Des pièces avec des plafonds si hauts qu'ils créaient leur propre météo. Des pièces avec des tableaux au mur qui coûtaient plus que tout ce que son père avait gagné dans sa vie de charpentier à Pilsen. Des pièces avec un silence si profond et si cher que même l'air semblait savoir qu'il avait un prix. On apprend à avoir le pas léger. On apprend à ne parler que lorsqu'on vous adresse la parole,
à offrir un bref et agréable contact visuel, puis à se remettre immédiatement au travail. On apprend que la meilleure version de soi-même dans des endroits comme celui-ci est la version la plus invisible. Et Darcy Campos était déjà très douée pour ça. Elle travaillait dans la demeure de la Gold Coast depuis 11 mois. 5 jours par semaine, 8 heures par jour, la tête baissée, les mains ne s'arrêtant jamais. Et la qualité de son travail, comme l'avait écrit le directeur de la maison, Preston, dans sa plus récente évaluation en un seul mot, était excellente. 11 mois, et pendant ces 11 mois, Rafe Moretti lui avait parlé exactement 4 fois. La première fois, c'était le jour de son arrivée, une brève salutation, alors que le patron passait dans le couloir sans quitter son téléphone des yeux. La deuxième fois, c'est quand elle s'est accidentellement mise sur le chemin de l'entrée du bureau et qu'il a dit « Excusez-moi ». D'une voix qui n'était pas tout à fait une excuse, mais plutôt une annonce qu'elle n'était pas au bon endroit. La troisième fois, c'était un soir où elle était restée au parc pour nettoyer et il a demandé, sans la regarder, si Preston était là. La quatrième fois, c'était un signe de tête alors qu'il la croisait dans les escaliers et une phrase dont elle n'était pas sûre qu'elle lui était destinée ou à l'appel dans son oreillette. 4 fois, toutes brèves, toutes purement transactionnelles. Le genre d'échange entre une personne et l'infrastructure qui l'entoure. Pas différent de la façon dont on dit merci à un distributeur automatique si on est le genre de personne qui parle aux objets. Darcy ne lui en voulait pas. Elle comprenait, avec le genre de compréhension pratique qu'elle appliquait à la plupart des choses, que les très riches vivaient souvent dans une dimension différente. Une dimension où la machinerie qui assurait leur confort était gérée par des mains invisibles. Et les mains et les mêmes n'étaient pas quelque chose auquel on devait penser très souvent. Elle était l'une de ces mains. Une main qui était payée. Le salaire permettait de fournir les médicaments à sa mère. Il permettait de payer le loyer à temps. Il permettait de nourrir Bria. C'était suffisant. Mais Darcy n'était pas seulement douée pour être invisible. Elle était aussi douée pour observer. Et en 11 mois dans cette maison, elle en avait vu assez pour savoir que Rafe Moretti n'était pas un homme d'affaires ordinaire. 2 hommes en noir se tenaient devant le portail dès 5 heures du matin, changeant de service à 1 heure de l'après-midi, n'entrant jamais dans la maison sauf sur convocation et ne souriant jamais. Preston prenait des appels téléphoniques dans le couloir d'une voix un ton plus bas que sa voix habituelle, utilisant des phrases que Darcy comprenait assez bien pour avoir grandi à Pilsen pour savoir ce qu'elles signifiaient. Des mots sur le nettoyage, sur le fait de ne rien laisser derrière. La salle de réunion au sous-sol qu'on ne lui demandait jamais de nettoyer. La porte toujours fermée. Et parfois, quand elle passait devant, le silence derrière cette porte semblait plus lourd que n'importe quel bruit qu'elle ait jamais entendu. Elle rassemblait tous ces fragments et les rangeait dans un tiroir de son esprit qu'elle n'ouvrait pas. Non pas parce qu'elle était naïve, non pas parce qu'elle ne connaissait pas la peur, mais parce que la peur était un luxe. Quand on a un enfant de 3 ans qui dépend de chaque dollar qu'on ramène à la maison, quand votre mère a besoin de médicaments chaque mois, quand les calculs de votre vie ne laissent aucune place à la variable « trouver un nouveau travail ». Alors Darcy Campos gardait le pas léger, les yeux baissés, les fragments dans un tiroir bien fermé et continuait à faire son travail avec une excellente qualité. Et si parfois, tard le soir, alors qu'elle nettoyait le salon et qu'elle entendait les pas lourds de Rafe Moretti monter du sous-sol, les pas d'un homme qui venait de prendre des décisions auxquelles elle choisissait de ne pas penser. Elle baissait seulement un peu plus la tête, se déplaçait un peu plus doucement et se rappelait qu'elle était là pour Bria, pour Louisa, pour les chiffres qui devaient s'équilibrer chaque mois. Elle était là parce qu'il n'y avait pas de meilleur choix. Et dans le monde de Darcy Campos, meilleur n'était pas un concept abstrait. C'était un calcul. Et le calcul disait de rester. Ce calcul n'avait pas toujours été celui de Darcy seule. Pendant les 14 premiers mois après la naissance de Bria, elle avait sa mère. Louisa Campos était le genre de femme qui pouvait étirer $1 jusqu'à ce qu'il crie grâce. Le genre de femme qui pouvait regarder un réfrigérateur presque vide que n'importe qui d'autre qualifierait de plus rien et le transformer en 3 jours de repas pour 2 adultes et un bébé. Le genre de femme qui avait regardé sa fille à 24 ans, célibataire, sans pension alimentaire du père du bébé, cumulant 2 emplois en même temps
et avec les yeux calmes et clairs de quelqu'un qui avait survécu à des choses plus dures, avait simplement dit « On fera les comptes ». Et elle les faisait ensemble dans le petit appartement de 2 chambres à Pilsen qui sentait la cannelle et la crème pour les mains à la lavande de Louisa. Là où Bria dormait dans un berceau près du lit de Darcy et où le train qui passait à minuit faisait trembler un peu les cadres des fenêtres. Elle faisait les comptes. Louisa gardait Bria pendant la journée pour que Darcy puisse aller travailler. Darcy faisait des doubles services pour que Louisa n'ait pas à s'inquiéter du loyer. Elle se passait le bébé comme on se passe une flamme, avec soin, avec précision, sans la laisser s'éteindre. Puis Louisa est tombée malade. Le diagnostic est tombé un mardi de novembre, le genre de jour où le ciel est gris et bas, comme si l'univers l'avait conçu exprès pour être la toile de fond de nouvelles dévastatrices. Un cancer de stade 3. Le docteur a prononcé des mots que Darcy a entendus, mais pendant les 20 premières secondes, son esprit a refusé de les traiter, comme si le langage avait brièvement perdu son lien avec le sens. Un plan de traitement agressif. Des frais médicaux qui étaient exactement comme les frais médicaux en Amérique sont toujours exactement comme ça. Brutaux au point d'en devenir abstraits. Des chiffres imprimés sur du papier, si grands qu'ils cessaient temporairement de signifier quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'on reste assis avec eux assez longtemps, seul dans le noir. Et le sens revenait, pire qu'avant. Louisa a dit à Darcy de ne pas s'inquiéter. Darcy a hoché la tête et a dit qu'elle ne le ferait pas. Puis elle est rentrée chez elle, est allée dans la salle de bain et fait couler l'eau aussi fort que possible pour que Brian n'entende pas, et elle a pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, seulement les tremblements secs de quelqu'un qui était vidé et qui n'avait toujours pas le droit de s'arrêter. Il y a 18 mois. Louisa allait mieux maintenant, en rémission. Prudemment, un test à la fois, une respiration retenue en attendant les résultats. Une lente expiration quand les chiffres sur la page disaient « Pas de récidive ». Mais la dette, elle, n'entrait pas en rémission. La dette était le climat permanent de la vie de Darcy. C'était la pression atmosphérique dans laquelle elle se réveillait chaque matin. C'était la chose qui décidait de chaque choix qu'elle faisait, de l'épicerie à la station-service, jusqu'au moment, il y a 8 mois, où elle se tenait dans un magasin de chaussures à bas prix, a regardé une paire de chaussures roses à la taille de Bria, a retourné l'étiquette, a vu 4,99 $ et les a mises dans le panier. Parce que cette semaine-là, 4,99 $ était le chiffre qui permettait au calcul de rester viable. 4,99 $ était de la distance entre assez et pas assez. Entre un loyer payé à temps et un loyer payé avec un jour de retard, entre Bria ayant des chaussures à porter et Bria n'ayant pas de chaussures à porter. Darcy s'était promis qu'elles dureraient quelques mois. Elle s'était promis de les remplacer avant qu'elles ne deviennent trop abîmées. Elle s'était promis beaucoup de choses que les calculs mensuels de sa vie avaient tranquillement, patiemment, sans pitié, rendus impossibles. Mais la seule chose que Darcy Campos ne permettait jamais, la seule chose dans laquelle elle investissait tout ce qui lui restait après que les factures, les heures et l'épuisement aient pris leur part, c'était d'empêcher Bria de ressentir quoi que ce soit. C'était son plus grand projet, sa construction la plus coûteuse, la chose qu'elle bâtissait chaque jour avec les dernières bribes de son énergie. Bria ne grandirait pas dans la lourdeur de ce qu'elle n'avait pas. Bria se sentirait aimée, en sécurité et enchantée par le monde. Alors Darcy transformait tout en aventure. Le trajet en bus jusqu'à la demeure chaque matin, les jours où elle devait emmener Bria parce que la voisine qui la gardait parfois n'était pas libre, devenait une expédition. La boîte à lunch que Darcy préparait, beurre de cacahuètes avec banane, quelques tranches de pommes, une petite poignée de biscuits, devenait un pique-nique. Quand Bria demandait pourquoi les enfants au parc avaient de plus gros jouets, Darcy disait que chacun avait des trésors différents et que le trésor qu'elles avaient toutes les deux, c'était l'une l'autre. Bria acceptait cela avec la profonde aisance d'une enfant qui est vraiment, complètement, inconditionnellement aimée. Et Darcy allait dans la salle de bain et pleurait à ce sujet aussi. Parce que parfois, la chose la plus douloureuse n'est pas le manque lui-même. C'est de voir votre enfant vous faire entièrement confiance, alors que vous savez que vous tenez tout ensemble avec des fils si fins que vous avez peur de les regarder de trop près. Darcy nettoyait les fenêtres de l'aile est, la raclette se déplaçant en arc propre et précis, quand Preston est apparu dans l'embrasure de la porte.
Elle a su que quelque chose n'allait pas avant même qu'il ne parle, car Preston ne venait jamais la chercher en plein milieu de son service sans raison. Et Preston était le genre d'homme dont les raisons venaient toujours d'une seule source. Monsieur Moretti veut vous parler, dit Preston. Quand cela vous arrangera. Quand cela vous arrangera. Darcy savait que cette phrase n'était pas une invitation. C'était un ordre enveloppé de politesse. Le genre de langage que les gens autour de Rafe Moretti utilisaient pour transformer chaque commandement en quelque chose qui semblait optionnel. Alors qu'en vérité, ça ne l'était absolument pas. Elle sentit le resserrement familier dans son estomac. Le genre de resserrement que les mots « Monsieur Moretti veut vous parler » créerait naturellement chez quiconque dépendait de la bonne volonté continue de Monsieur Moretti pour un salaire. Elle posa la raclette, s'essuya les mains sur son tablier, vérifia que son chignon était toujours net, que son uniforme était sans tache, que tout dans son apparence racontait l'histoire qu'elle voulait qu'il raconte. Professionnel, fiable, rien à craindre. Puis elle marcha le long du grand couloir vers le salon principal, le menton haut, respirant délibérément. Et dans son esprit, elle a repassé en revue la semaine écoulée comme quelqu'un qui parcourt les pages d'une liste de contrôle. Chaque tâche accomplie, chaque surface propre, chaque procédure suivie. Elle n'avait rien fait de mal. Il n'y avait aucune raison que cette réunion se passe mal. Elle se le répétait dans sa tête comme une prière silencieuse, petite et constante. La prière de quelqu'un qui sait que parfois, la prière est la seule chose que l'on peut contrôler quand tout le reste est entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais même en essayant de se calmer, il y avait une autre partie d'elle. La partie qui avait vécu pendant 11 mois dans cette maison et avait classé assez de fragments dans un tiroir qu'elle n'ouvrait jamais. Et cette partie lui rappelait que c'était Rafe Moretti. Et une réunion avec Rafe Moretti pouvait signifier beaucoup de choses. Ça pouvait être des éloges. Ça pouvait être une correction. Ça pouvait aussi être quelque chose qu'elle n'avait pas encore imaginé, quelque chose qui vivait dans le territoire obscur qu'elle avait soigneusement évité de regarder pendant 11 mois. Tout n'était pas sûr. Elle passait devant le tronçon de couloir où Bria avait traîné des pieds ce matin, sur le sol en marbre même où les chaussures roses déchirées avaient fait ce petit bruit de frottement. Et elle ne savait pas que ce son avait déjà changé quelque chose à l'intérieur de l'homme qu'elle s'apprêtait à rencontrer. Elle entra dans la pièce. Rafe Moretti se tenait près de la fenêtre, et quand il se tourna, l'expression sur son visage était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en 11 mois de travail dans cette maison. Pas la courtoisie distante qu'il utilisait pour la plupart des interactions. Pas la concentration froide et vive qu'elle avait aperçue quand il était au téléphone. Rien de dangereux, bien qu'elle se soit préparée à cette possibilité. C'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait à un homme qui venait de se souvenir de quelque chose d'important et n'avait pas eu le temps de réarranger son visage dans la bonne forme. « Mademoiselle Campos, dit-il, merci d'être venue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'assit. Elle joignit ses mains sur ses genoux pour qu'elle ne la trahisse pas. Et elle attendit. « Je veux commencer par dire que cette conversation ne concerne pas votre travail, » dit Rafe. Et Darcy sentit le nœud dans son estomac se desserrer un tout petit peu, juste assez pour qu'elle puisse continuer à respirer normalement. « Vous n'avez aucun problème. Votre poste ici n'est en aucun cas affecté. Je veux être très clair à ce sujet avant de dire quoi que ce soit d'autre. » Elle hocha la tête une fois, ses mains restèrent jointes sur ses genoux, se serrant un peu plus fort. « J'ai rencontré Bria ce matin. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec un soin que Darcy n'avait jamais vu chez lui. Un soin différent de celui utilisé en négociation ou pour donner des ordres. C'était le soin de quelqu'un qui essaie de ne pas briser quelque chose de fragile. Nous avons parlé un petit moment. Elle m'a montré le lapin. Quelque chose changea sur le visage de Darcy. Son professionnalisme contenu laissa place un instant à quelque chose de plus chaleureux, de plus instinctif. La douceur particulière qui apparaît sur le visage de tout parent lorsque son enfant est soudainement mentionné par quelqu'un qui n'a aucune obligation de le mentionner. « Elle a tendance à vagabonder, dit Darcy. Je suis désolé si elle vous a dérangé. Elle ne m'a pas dérangé. La voix de Rafe était stable mais pas dure. Elle ne m'a pas dérangé du tout. Elle était parfaite. » Puis il s'arrêta et Darcy vit quelque chose changer dans ses yeux, comme un homme se tenant sur un seuil. Et sachant qu'une fois qu'il l'aurait franchi, il ne pourrait plus revenir en arrière. J'ai vu ses chaussures. La chaleur quitta immédiatement le visage de Darcy. Ce qui la remplaça était une expression qu'elle avait pratiquée pendant des années, vivant dans la distance étroite entre l'amour-propre et la précarité.
Un arrangement précis et conscient de dignité et d'exposition. Le visage de quelqu'un qui vient de réaliser que la chose la plus privée de sa vie a été vue. Sa mâchoire ne se serra pas. Ses yeux ne se baissèrent pas. Elle se tenait avec un calme qui coûtait clairement quelque chose, et elle ne dit rien, et elle attendit. Je ne dis pas ça pour vous faire honte, dit Rafe. Je veux être absolument clair à ce sujet. Je le dis parce que j'y pense depuis 3 heures et je ne peux pas m'arrêter d'y penser. Et j'ai décidé que je voulais faire quelque chose et je dois vous le demander d'abord. Darcy l'observa attentivement. Que voulez-vous faire? Et ce fut le moment dont ils se souviendraient tous les deux plus tard. Pas la virée shopping pour les chaussures après. Pas ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi. Mais ce moment où Rafe Moretti se pencha en avant, posa ses avant-bras sur ses genoux et la regarda. C'était Rafe Moretti, l'architecte des ombres de la ville. L'homme qui donnait des ordres qui n'avaient jamais besoin d'être répétés. L'homme que Darcy avait passé 11 mois à éviter soigneusement de regarder droit dans les yeux. Et il était assis en face d'elle maintenant, penché en avant comme une personne ordinaire, avec un visage presque impuissant. Le visage de quelqu'un surpris, en plein élan par sa propre émotion, et qui tâtonne. Je ne suis pas sûr de savoir quoi en faire. Je veux emmener Bria acheter des chaussures, dit-il. Je veux vous emmener acheter des chaussures et je veux savoir de quoi d'autre vous avez besoin. Parce que j'ai plus d'argent que n'importe quelle personne raisonnable ne devrait jamais avoir à utiliser. Et il y a une enfant dans ma maison qui se promène avec des chaussures déchirées et je ne sais pas comment vivre avec ça si je ne fais rien. Darcy le regarda. Dans les 30 secondes entre le moment où il a mentionné les chaussures et maintenant, elle s'était préparée à une douzaine de versions différentes de cette conversation. Elle s'était préparée au mépris, à la gentillesse avec une condition tacite, au genre de générosité qui crée une obligation, au genre de don d'une main tout en tenant quelque chose au-dessus de votre tête avec l'autre. Elle s'était même préparée, dans le coin le plus sombre de son esprit pratique, à la possibilité que cette conversation puisse d'une manière ou d'une autre concerner le fait de continuer à travailler ici, à condition de ne pas embarrasser la demeure. Elle ne s'était pas préparée à ça. À la façon dont il se penchait en avant, à ses avant-bras sur ses genoux, à l'expression sur son visage qu'elle reconnaissait maintenant comme presque impuissante. L'expression de l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré, assis en face d'elle et essayant un peu maladroitement de trouver un moyen de gérer ses propres sentiments. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle. Sa voix était calme, elle était fière de son calme. « Je sais, je veux le faire. Nous allons bien. Je vous crois, dit Rafe. Et ce qui était frappant, c'est ce que cela semblait sincère. Pas un rejet, mais une reconnaissance. Une reconnaissance de sa compétence, de sa capacité, de la vérité évidente qu'elle tenait tout ensemble. Je crois que vous allez bien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que je peux aider. Et ne pas aider me semble mal maintenant. C'est tout. Le silence s'étira. D'accord, dit Darcy. Rafe laissa échapper une lente respiration, comme un homme qui venait de réaliser qu'il la retenait. Une condition. Dites-la. Vous la laissez choisir les chaussures elle-même. Elle a ses propres opinions, bien arrêtées. Elle a 3 ans, mais elle sait ce qu'elle veut et elle devrait pouvoir choisir. Quelque chose s'ouvrit sur le visage de Rafe Moretti que ni subordonné, ni rival, ni avocat n'avaient jamais remarqué. Quelque chose qui avait la qualité de la lumière se déversant dans une pièce restée fermée trop longtemps. Pas tout à fait un sourire, plutôt la chose qui se produit juste avant un sourire. Le moment intérieur avant que l'expression ne rattrape. Des opinions bien arrêtées à 3 ans. Il dit « Je respecte totalement cela ». Avant de sortir vers la voiture, Rafe appela Wendell. Pas pour demander la permission, car Rafe Moretti ne demandait la permission à personne, mais par une habitude de 13 ans. Wendell était la seule personne qu'il prévenait lorsque l'emploi du temps changeait. Parce que Wendell était celui qui devait savoir où il se trouvait à tout moment. Parce que dans leur monde, un patron qui disparaissait des radars ne serait-ce que pour 2 heures pouvait déstabiliser 3 territoires. « Où vas-tu? » demanda Wendell. « Acheter des chaussures. » 4 secondes de silence. Darcy se tenait assez près pour ne pas entendre les mots à l'autre bout du fil, mais assez près pour voir Rafe dans le couloir, le téléphone à l'oreille, avec l'expression d'un homme endurant une réaction à laquelle il s'attendait. « Tu achètes des chaussures pour la gamine, la fille de Darcy. » 6 secondes de silence cette fois. « Ça fait 13 ans que je te connais, dit Wendell.
Tu n'as jamais annulé une réunion pour personne. Rafe ne répondit pas. D'accord, dit Wendell, sans plaisanterie, sans jugement. Une voix de reconnaissance de quelqu'un qui venait de voir quelque chose changer dans un endroit où 13 ans d'expérience n'offraient aucun précédent de référence. Et qui en savait assez pour ne pas insister, seulement pour rester immobile et observer. Le magasin que Rafe a choisi se trouvait à Lincoln Park. Il occupait un coin d'un quartier commerçant en plein air où les trottoirs avaient été nettoyés à haute pression, où les jardinières étaient toujours fraîches et où les boutiques avaient de larges portes vitrées et des employés qui vous accueillaient dès l'entrée. Darcy était passée devant des endroits comme celui-ci toute sa vie. Elle n'y était jamais entrée. Elle entra dans celui-ci avec la main de Bria dans la sienne. Rafe un pas derrière elle, portant ce qu'elle réalisait être sa version normale. Un jean foncé, un simple pull bleu marine, aucun bijou à part la montre à son poignet gauche. Et il avait l'air légèrement maladroit d'une manière qui, curieusement, le rendait plus humain, comme quelqu'un opérant en dehors de ses coordonnées habituelles, et trouvant cela à la fois inconfortable et peut-être autre chose. Un homme en noir s'était garé en face du magasin. Darcy le vit. Rafe la vit le voir. Personne ne dit rien. C'était la couche de fond qu'elle avait appris à prétendre ne pas remarquer. Et aujourd'hui, elle continuait de prétendre, car ce n'était pas le jour pour ouvrir ce tiroir. D'accord, dit Rafe, s'accroupissant au niveau de Bria, avec la légère maladresse de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de s'accroupir, ni de parler aux enfants, ou les deux. Nous sommes ici pour t'acheter des chaussures. Le marché, c'est que tu peux choisir la paire que tu veux. Bria le regarda avec l'expression sérieuse et évaluatrice qu'elle réservait aux décisions importantes. N'importe quelle paire, n'importe quelle paire. Et si elles sont très chères? Quelque chose traversa le visage de Rafe. Une brève expression compliquée que Darcy capta et mit de côté pour y réfléchir plus tard. Alors on les achète quand même. L'argent n'est pas ce que nous considérons ici. Ce sont tes pieds que nous considérons. Bria l'étudia un instant de plus, menant sa propre évaluation interne, puis hocha la tête et se tourna vers le mur de chaussures pour enfants avec l'énergie déterminée de quelqu'un qui venait de recevoir une mission importante et avait l'intention de la mener à bien. Les 45 minutes suivantes furent quelque chose que Darcy décrirait plus tard à sa mère, et elle saurait que cela resterait à jamais dans sa mémoire. Non pas à cause de son ampleur, mais à cause de sa qualité, de la façon dont le temps semblait s'écouler différemment à l'intérieur de ce moment. Bria se déplaçait dans le magasin avec l'autorité absolue d'un petit être humain sur son propre territoire. Elle sortait des chaussures des étagères, les soulevait pour les inspecter, demandant à essayer la bonne taille avec une clarté qui faisait sourire la vendeuse. Elle considéra et rejeta une paire de chaussures argentées. Jolie, mais pas moi. Elle passa 4 minutes entières avec une paire de bottes de pluie décorées de renards de dessins animés avant de décider qu'elle en avait besoin, même s'il ne pleuvait pas, et que ce besoin n'était pas négociable. Elle trouva une paire de chaussures lumineuses, roses et argentées, avec de petites étoiles qui clignotaient à chaque pas. Elle les mit et marcha d'avant en arrière devant le miroir avec la satisfaction concentrée de quelqu'un qui avait découvert sa propre vérité. Rafe s'assit sur le banc et regarda, son expression s'éloignant de l'homme qui lisait des messages cryptés chaque matin, pour s'installer dans quelque chose de calme et de plein. Comme l'eau quand elle est très profonde et très calme. Elle va prendre les 4 paires, n'est-ce pas? Murmura-t-il à Darcy, qui se tenait à côté du banc. Elle va essayer, dit Darcy. Elle hésita. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Elle peut avoir les 4 paires, dit Rafe. S'il vous plaît, ça me rend heureux. Je n'ai pas dit ça de beaucoup de cases dernièrement. Il fit une pause regardant Bria, qui demandait maintenant une 5e option avec des chatons brodés sur les orteils. J'ai oublié ce que ça fait. Ça fait quoi? De vouloir donner quelque chose à quelqu'un, dit-il. Et pas par stratégie. 4 paires, dit Darcy. Mais je m'arrête là. 4 paires, acquiesça-t-il. Et Darcy réalisa qu'il avait aussi discrètement choisi 2 paires de chaussures pour elle, mises de côté pendant qu'elle ne regardait pas. Et quand elle refusa la première fois, la 2e fois, la 3e fois, il dit avec une douce patience plus difficile à contredire que n'importe quelle voix forte. Vous êtes debout toute la journée dans ma maison. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. S'il vous plaît. Le s'il vous plaît de Rafe Moretti venait d'un endroit sincère. Darcy l'avait découvert et c'était très difficile à refuser.
Quand Bria sortit du magasin, elle portait les chaussures lumineuses, les étoiles roses et argentées clignotant à chaque pas assuré sur le trottoir. Et ses deux bras étaient enroulés autour du sac, tenant les trois autres paires contre sa poitrine, avec l'expression de quelqu'un qui transporte un trésor, ce qui en vérité était le cas. Darcy marchait à côté d'elle, portant le plus petit sac avec les deux paires de chaussures qu'elle avait refusé 3 fois et accepté parce que le «s'il vous plaît» de Rafe Moretti venait d'un endroit auquel elle ne pouvait pas dire non. Bria s'arrêta soudainement au milieu du parking. Elle leva les yeux vers Rafe avec un visage très sérieux et souleva le sac. «Merci pour mes chaussures.» «De rien», dit Rafe. «Monsieur Patch dit merci aussi. Dis à Monsieur Patch qu'il est le bienvenu.» Bria réfléchit à cela. Puis elle leva les deux bras. Le geste universel de tout enfant de 3 ans dans le monde quand il veut être pris dans les bras. Dirigé droit sur Rafe Moretti avec la certitude absolue d'une petite personne qui avait évalué la situation et conclu que c'était une demande parfaitement raisonnable. Pendant un instant, Rafe ressembla à un homme à qui on venait de donner un problème de physique pour lequel il ne s'était pas préparé. Puis il se pencha et la prit dans ses bras, un peu maladroitement, ajustant sa prise jusqu'à ce que Bria s'installe contre son épaule et passe un petit bras autour de son cou avec l'aisance naturelle d'un enfant qui avait simplement décidé que c'était là qu'elle allait être. Les chaussures lumineuses clignotaient des étoiles roses dans l'après-midi de Chicago, sur l'épaule du chef de la mafia que toute la pègre craignait. Et dans la voiture garée en face d'eux, l'homme en noir observait la scène, impassible de la manière entraînée de quelqu'un à qui on a appris à être impassible. Mais si on savait le lire, et Darcy commençait à apprendre à lire, quelque chose avait changé là aussi, dans ce visage entraîné à ne rien montrer. Rafe les accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. Il proposa de les ramener à la maison, mais Darcy refusa d'un petit hochement de tête qu'il comprit comme signifiant qu'il ne devait pas redemander, car il y avait des limites qu'elle devait garder. De petites distances qu'elle devait maintenir pour se rappeler qu'elle était toujours en contrôle de sa propre vie, que cet après-midi était une exception et non une nouvelle règle. Dans le bus, Bria s'assit près de la fenêtre, les jambes se balançant sur le siège, les chaussures lumineuses clignotant de temps en temps quand elle donnait de légers coups de pied dans l'air. Sa bouche racontait à M. Patch chaque paire de chaussures qu'elle avait essayé avec le genre d'endurance détaillée que seul un enfant de 3 ans peut soutenir sans se fatiguer. Le sac avec les 3 autres paires était posé sur ses genoux, tenu à 2 mains, et Bria continuait de le regarder comme pour confirmer qu'il était toujours là, toujours réel. Darcy s'assit à côté de sa fille, son propre sac de chaussures par terre à ses pieds, et dans le sac à main qu'elle portait, il y avait autre chose, les vieilles chaussures roses. Elle les avait mises dans le sac avant de quitter la demeure. Pas parce qu'elle ne pouvait pas s'en défaire, mais parce qu'il y avait de la dignité à ne pas abandonner quelque chose qui avait porté sa fille pendant 8 mois. Elle regarda les vieilles chaussures dans son sac, la semelle gauche toujours béante, la chaussure droite toujours sans lacet, la pointe gauche toujours percée, et elle pensa, pas le genre de pensée qui vous emporte. Darcy Campos n'était pas le genre de personne à se laisser emporter. Elle était le genre de personne qui traitait, pesait, mettait chaque chose sur la balance et regardait attentivement avant de décider quoi que ce soit. Elle pensa à l'homme dont le subordonné vêtu de noir était garé en face d'un magasin de chaussures pour enfants. L'homme avec une arme dans le tiroir de la cuisine, à côté des serviettes en lin. L'homme dont Preston parlait en code. L'homme dont la salle de réunion au sous-sol dégageait une quiétude troublante. Cet homme venait de s'accroupir sur le sol du magasin de chaussures et de demander à sa fille quel père elle aimait. Cet homme venait de dire « L'argent n'est pas ce que nous considérons ici, ce sont tes pieds que nous considérons. » D'une voix dans laquelle Darcy ne pouvait trouver aucun grain de fausseté. Cet homme venait de porter sa fille sur son épaule à travers un parking et avait l'air d'avoir reçu quelque chose au lieu de l'avoir donné. Elle pensa à la distance entre deux mondes, son monde, fait de bus, de calculs, de chaussures à 4,99 $ et d'une salle de bain pour pleurer. Son monde à lui, une demeure de 30 millions de dollars, des hommes en noir, un sous-sol silencieux et un genre de pouvoir qu'elle choisissait de ne pas nommer. Cette distance était toujours là. Elle n'avait pas disparu à cause d'un après-midi de shopping, mais elle s'était réduite, et Darcy réalisa
avec le malaise silencieux de quelqu'un qui a toujours besoin de contrôle, qu'elle n'avait pas été celle qui l'avait réduite. Elle s'était réduite d'elle-même par les chaussures lumineuses clignotantes aux pieds de sa fille, par un bras de 3 ans autour du cou d'un chef de la mafia, par la façon dont Bria regardait Rafe Moretti sans la moindre peur, et la façon dont il la regardait en retour, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'on lui ait donnée depuis longtemps. Le bus tremblait légèrement le long de Michigan Avenue. Bria s'était endormi, sa tête contre l'épaule de Darcy, les chaussures lumineuses complètement éteintes dans ce sommeil. Darcy regarda par la fenêtre, vit Chicago défiler dans la lumière de l'après-midi, et elle sut que le sol sous ses pieds était différent de ce qu'il était ce matin. Elle se dit que c'était seulement à cause des nouvelles chaussures. La virée shopping aurait dû être la fin. Le geste avait été fait, le besoin avait été comblé, l'histoire avait un point d'arrêt naturel, et les personnages auraient pu retourner dans leur propre coin d'un monde qui les avait toujours maintenus efficacement séparés. Mais le mur ne s'est pas reconstruit. Le mercredi suivant, Rafe rentra d'une réunion dont personne dans la maison ne posa de questions, car personne dans la maison ne posait de questions sur les réunions de Rafe Moretti. Mais Preston ouvrit la porte plus vite que d'habitude, et la mâchoire de Rafe était plus serrée que d'habitude. Et quelque chose dans l'air autour de lui alors qu'il franchissait le seuil disait que l'après-midi, où qu'il ait été, n'avait pas été le genre d'après-midi dont on revient facilement. Il descendit le couloir vers la cuisine pour boire de l'eau et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Bria était assise dans sa chaise haute à côté du comptoir, près de Madame Aldridge, et elle appuyait sur le bouton du mixeur avec une expression scientifique profondément satisfaite, regardant la pâte tourner avec la concentration que les chercheurs réservent à une réaction chimique importante. « J'apprends à cuisiner », annonça Bria sans lever les yeux. « Des muffins pour maman. »« Je vois ça, dit Rafe. Quel genre de muffins? »« Le genre avec des myrtilles. »« Tu aimes les muffins aux myrtilles? » demanda Bria. Et cette question, si simple qu'elle en était presque dénuée de sens, fit quelque chose dans la poitrine de Rafe qu'il n'avait pas anticipé. Parce que la réponse était oui. Et il savait que c'était oui, non pas parce qu'il y pensait, mais parce que l'odeur de la pâte, des myrtilles et du beurre fondant dans le four transportait quelque chose de très loin. D'une cuisine plus petite, d'avant l'argent, avant le pouvoir, avant que les intérêts composés de l'ambition n'accélèrent en sa vie au-delà du point où l'on remarque encore ce que l'on aime. Sa grand-mère. Elle faisait des muffins aux myrtilles le dimanche matin quand il était enfant, dans une cuisine avec une petite fenêtre et une lumière jaune. Et elle était la dernière femme avant Bria à l'avoir regardée sans peur. « Ce sont mes préférés », dit Rafe. Il se versa de l'eau, s'assit au comptoir et, sans prendre de décision, il resta. Sa mâchoire se détendit. Tout ce qu'il avait ramené de la réunion de l'après-midi commença à se dissoudre dans l'air de la cuisine qui sentait les muffins en train de cuire. « Tu as le droit d'en avoir un », dit Bria avec la générosité de quelqu'un qui distribue à partir d'un stock limité et précieux. « Mais maman en a le plus. C'est juste, acquiesça Rafe. Madame Aldridge croisa son regard à travers la cuisine et sourit. Un petit sourire chaleureux de quelqu'un qui avait cuisiné dans cette maison assez longtemps pour savoir ce qui y manquait, et qui venait de voir cette chose manquante apparaître à côté du bol à mélanger sur une chaise haute. Darcy vint chercher Bria à la fin de son service. Elle se tint dans l'embrasure de la porte de la cuisine et vit la scène. Rafe assis au comptoir avec ce qui était clairement son deuxième muffin. Bria dans la chaise haute à côté de lui, expliquant avec une grande sérieux et une précision scientifique limitée le cycle de vie d'une myrtille tel qu'elle le comprenait. Et l'expression qui traversa le visage de Darcy à ce moment-là fut quelque chose qu'elle attrapa et effaça très rapidement, mais pas assez rapidement, car Rafe la vit. Il la vit parce que maintenant, il faisait attention. Ils commencèrent à parler les soirs où Darcy terminait son service et où Bria était fatiguée, blottie dans le coin d'un canapé quelque part avec M. Patch, et la maison baignait dans le silence plus doux de la fin de soirée. Ils parlaient comme des gens qui n'avaient jamais eu l'intention de commencer à parler et qui découvrent, trop tard pour faire quoi que ce soit de raisonnable, qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Rafe lui parla de son père. Abattu dans un conflit territorial quand Rafe avait 24 ans, et de sa mère qui est morte 4 mois plus tard, comme si elle ne pouvait pas exister seule sans lui. Rafe avait tout construit dans les années qui ont suivi, avec l'investissement total et absolu d'un homme qui avait converti le deuil en carburant et ne savait pas comment le reconvertir.
avec des nuits à blanches, avec des décisions que les gens ordinaires n'ont jamais à prendre, avec des morceaux de son humanité qu'il a coupés un par un pour survivre. Il ne partageait pas de détails, il n'en avait pas besoin. Darcy en comprenait assez à travers les espaces entre ses phrases. Darcy posa des questions sur la grande table en chêne, pourquoi il la gardait. Rafe fit une pause et son visage prit l'expression d'un homme à qui l'on venait de poser une question que personne n'avait posée en 13 ans. Une question qu'il ne s'était jamais posée lui-même. « Je ne sais pas, dit-il. C'est une table pour une famille, dit Darcy. 12 personnes sont censées s'asseoir à cette table. Elle atteint. Le silence s'étira. Je crois que j'ai oublié comment vouloir ça, dit Rafe. Je ne pense pas que vous ayez oublié, dit Darcy. Je pense que vous avez peur. Il la regarda longuement. Vous êtes très direct. Ma mère dit la vérité parce qu'elle n'a ni le temps ni l'énergie pour autre chose. Darcy dit, ça vous imprègne. Et Rafe la regarda dans la lumière tardive de la cuisine qui sentait encore faiblement les muffins aux myrtilles et réalisa que c'était la chose la plus dangereuse qu'il ait affrontée en 13 ans. Pas un rival, pas une trahison, mais une femme qui parlait directement dans les endroits qu'il avait scellés et qui n'avait pas peur de sa réaction. Dans la période qui a suivi ces soirées de conversation, Rafe demanda à Preston de se renseigner discrètement sur la dette médicale de Louisa Campos. Il le dit avec le calme d'un homme donnant une instruction quotidienne, sans emphase, sans explication. Et Preston, qui travaillait pour Rafe depuis 9 ans et avait développé une capacité presque absolue à lire le vrai sens derrière chaque ordre que son employeur donnait, ne posa aucune question de clarification et n'offrit aucun commentaire. Il dit seulement « Oui, monsieur » et s'en occupa. 3 jours plus tard, Preston revint avec un chiffre. Rafe regarda le chiffre. Il était négligeable. Dans les calculs de la vie de Rafe, où des sommes bien plus importantes transitaient par le port chaque nuit, où un seul appel téléphonique pouvait déplacer des montants que la plupart des gens ne voyaient jamais de leur vie. La dette médicale de Louisa Campos était si petite qu'elle n'existait presque pas. Mais cette fois, cela ne ressemblait pas à une transaction. Chaque nuit, quand l'argent circulait dans son système, c'était un pur chiffre, abstrait, détaché de tout visage. Cette fois, le chiffre avait un visage. Il avait le visage de Darcy assise sur les marches de l'entrée, parlant de ce mardi de novembre. Il avait le visage de Bria marchant avec des chaussures déchirées sur le marbre. Il avait le visage d'une femme nommée Louisa qu'il n'avait pas rencontrée, mais dont il avait assez entendu parler pour savoir qu'elle était le genre de personne qui étirait d'un dollar jusqu'à ce qu'il crie grâce et disait « On fera les comptes » quand tout s'effondrait. « Réglez ça », dit Rafe. Preston régla ça. Darcy l'a pris un mardi matin quand sa mère appela. Louisa pleurait si fort qu'elle pouvait à peine former une phrase, seulement des fragments se brisant entre des sanglots. La société de recouvrement a appelé. Tout est payé. Source anonyme. Darcy s'assit dans sa voiture sur le parking de la demeure de la Gold Coast et écouta sa mère pleurer au téléphone. Elle sentit quelque chose d'énorme et d'écrasant la traverser. La gratitude, le deuil et le soulagement, tout comprimé en quelque chose qui n'avait nulle part où aller, sauf à sortir. Elle appuya son front sur le volant et pleura. La lumière du matin entrait par le pare-brise et Bria dormait sur la banquette arrière, ses chaussures lumineuses complètement éteintes dans le sommeil, et Darcy pleura jusqu'à ce que le trop-plein se vide d'elle et qu'il ne reste que la quiétude fatiguée de quelqu'un qui vient de déposer un fardeau qu'elle avait porté si longtemps que son corps avait oublié ce que c'était de ne pas l'avoir. Elle sut immédiatement qu'il n'y avait qu'une seule source anonyme. Quand elle entra et rencontra Rafe dans le couloir, il se dirigeait vers son bureau. Il s'arrêta, regarda son visage et comprit tout de suite qu'elle savait. Et l'expression qu'il aurait préparée, le masque neutre et fuyant qu'il aurait utilisé dans toute autre situation pour éviter l'émotion, n'eut pas le temps de monter à la surface. Car elle le regarda avec des yeux aussi clairs et directs que le premier jour dans le salon, le jour des chaussures, et elle dit « Merci ». Il hocha la tête. « C'est la chose la plus importante que quelqu'un ait jamais faite pour moi, dit-elle. Je veux que vous le sachiez. » Il baissa les yeux sur ses chaussures. Puis il la regarda à nouveau. « Votre mère devrait pouvoir guérir sans ce poids sur vos épaules. » Il dit « C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Pour moi, ça l'est. » Darcy dit « Je veux que vous le sachiez. » Ils se tinrent dans le couloir de la maison de 30 millions de dollars et se regardèrent,
comme deux personnes réalisant avec un mélange d'étonnement et de malaise que la distance entre leurs mondes était devenue quelque chose que l'on pouvait franchir. Wendell l'apprit le lendemain parce que Preston le rapporta. Parce que dans le système de Rafe Moretti, l'argent ne bougeait pas sans une trace interne. Et Wendell était celui qui lisait chaque trace. Il vint voir Rafe ce soir-là dans le bureau. La porte se ferma et il parla franchement. De la manière dont seul Wendell était autorisé à parler franchement à Rafe Moretti. Tu sais, dit Wendell, si quelqu'un découvre que tu tiens à cette mère et à cette gamine, elles deviennent une cible. Pas une menace, pas une objection. Un fait livré d'une voix plate par un homme qui avait vécu dans ce monde assez longtemps pour savoir que l'affection était le luxe le plus dangereux qu'un patron puisse posséder. Parce que l'affection créait la faiblesse, et la faiblesse créait un levier, et un levier entre les mains d'un ennemi créait un désastre. Rafe resta silencieux. Wendell resta silencieux. La pièce était calme comme seule cette pièce pouvait l'être. Le genre de calme partagé par deux hommes qui avaient passé 13 ans ensemble, dans un monde où le silence était parfois la conversation la plus honnête que l'on puisse avoir. Ils comprenaient tous les deux. Rafe comprenait que Wendell avait raison. Wendell comprenait que Rafe n'allait pas s'arrêter. Et ils comprenaient tous les deux qu'à partir de ce moment, le calcul avait changé. Non pas parce que le risque avait diminué, mais parce que la chose de l'autre côté de la balance, la chose qui sentait les muffins aux myrtilles et sonnait comme des chaussures clignotantes sur le sol de la cuisine, et une petite voix ronde demandant « Tu aimes les muffins aux myrtilles ?» était devenue plus lourde que le risque. C'est arrivé tard un soir, 2 semaines après que la dette ait été payée. Darcy nettoyait le bureau de Rafe. Il n'était pas à la maison. Preston lui avait dit de le nettoyer comme d'habitude, et elle essuyait le bureau, redressant une pile de papier qu'elle ne lisait jamais, car lire les documents de Rafe Moretti ne figurait pas sur la liste des choses qu'elle s'autorisait à faire. Quand elle réalisa que la télévision dans la pièce était toujours allumée, oubliée, le volume bas, les nouvelles locales. Un reportage sur la montée de la violence dans le sud de la ville, sur une fusillade dans un entrepôt près du port, sur ce que le journaliste appelait un réseau de contrôle en expansion. Et à l'écran, des images lointaines et floues. Du ruban de police, une ambulance, et au bord du cas, presque coupé, mais pas tout à fait, une voiture noire que Darcy reconnut. Pas parce qu'elle se souvenait de la plaque d'immatriculation, mais parce qu'elle l'avait vue garée en face du magasin de chaussures à Lincoln Park l'après-midi où sa fille avait essayé des chaussures lumineuses clignotantes. Elle posa le chiffon de nettoyage. Elle regarda l'écran pendant encore 10 secondes. Puis elle éteignit la télévision et se tint dans le bureau de Rafe Moretti, seule dans le silence. Et le tiroir dans son esprit, le tiroir qu'elle avait gardé soigneusement fermé pendant 11 mois, s'ouvrit brusquement. Pas à cause de la voiture, pas à cause des nouvelles, mais parce qu'elle réalisa, debout dans cette pièce avec l'odeur de cuir du fauteuil et l'odeur de chêne du bureau et le silence épais, que la pièce portait toujours, qu'elle avait su. Elle avait su depuis longtemps, peut-être depuis la première semaine, quand elle avait remarqué la façon dont Preston baissait la voix quand il prenait des appels près d'elle, ou le silence oppressant émanant de la salle de réunion en bas, ou la façon dont les deux hommes à la porte ne souriaient jamais. Elle avait su comme on sait que l'hiver arrive avant que la neige ne tombe, su dans ses os et non en mots, su et choisi de ne pas savoir. Classé dans un tiroir et gardé fermé parce que l'ouvrir l'aurait forcé à faire quelque chose. Et faire quelque chose pouvait signifier perdre ce travail. Et perdre ce travail pouvait signifier que le calcul s'effondrait. Mais maintenant, le calcul était différent. Maintenant, sa fille demandait « Quand est-ce que je revois oncle Rafe ?» chaque soir avant de se coucher. Maintenant, sa fille rêvait de chaussures lumineuses et de muffins aux myrtilles et de l'homme qui s'était accroupi sur le sol du magasin de chaussures et lui avait demandé quel père elle aimait. Maintenant, ce tiroir ne voulait plus rester fermé, car ce qu'il contenait n'était plus des fragments abstraits sur un étranger. C'était devenu une question spécifique et tranchante qui coupait droit dans la mer en elle. L'homme auquel sa fille s'était attachée était le même homme dont elle venait de voir la voiture dans un reportage de 23 heures sur la violence. Elle rentra chez elle ce soir-là en bus, Bria endormie contre son épaule, car c'était un de ces jours où elle devait l'emmener avec elle. Et l'appartement de Pilson l'accueillit avec l'odeur familière de la petite cuisine, le son lointain du train et la lumière fluorescente de la cuisine
qu'elle oubliait toujours de remplacer, clignotant faiblement dans le coin gauche. Elle donna le bain à Bria. Elle l'a mis en pyjama. Elle lut une histoire, celle que Bria demandait à entendre encore et encore, 3 fois, avant d'accepter de fermer les yeux. Celle d'un ours qui cherche un ami. Et Darcy lisait d'une voix égale et chaleureuse, tandis qu'à l'intérieur d'elle, tout tournait. Elle attendit que la respiration de Bria ralentisse pour devenir le rythme régulier et profond d'une enfant complètement en sécurité dans son sommeil. Puis elle retira sa main de celle de sa fille aussi doucement que possible et alla dans la cuisine. Elle s'assit à la table de la cuisine sous la lumière fluorescente clignotante, seule, et elle pensa. Elle pensa à l'homme qui avait payé la dette de sa mère sans que personne n'ait besoin de le savoir. L'homme qui avait dit « Votre mère devrait pouvoir guérir sans ce poids », d'une voix qui ne compliquait pas les choses. L'homme qui avait porté sa fille sur son épaule à travers un parking et qui avait l'air d'avoir reçu quelque chose au lieu de l'avoir donné. L'homme qui s'était assis dans la cuisine en mangeant son deuxième muffin et dont la mâchoire s'était détendue en écoutant une enfant de 3 ans faire un exposé sur le cycle de vie des myrtilles. L'homme qui avait acheté des chaussures pour son enfant. L'homme qui avait payé la dette de sa mère. L'homme qui avait dit « Elle attend » quand elle avait posé des questions sur la table de 12 couverts. De la voix de quelqu'un qui venait de réaliser quelque chose auquel il ne s'était jamais autorisé à penser. Et cet homme était aussi un homme qui... Darcy s'arrêta. Elle ne finit pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait le reste. Elle l'avait toujours su. La différence était que maintenant, le reste n'était plus dans un tiroir fermé. Il était assis en face d'elle à la table de la cuisine à Pilson, sous la lumière fluorescente clignotante. Et il n'allait nulle part, et elle allait devoir le regarder droit dans les yeux et décider. Cette nuit-là, Darcy ne put dormir. Elle était allongée sur le lit de l'appartement de Pilson, les yeux ouverts sur le plafond où le lampadaire extérieur peignait de longues bandes de lumière à travers l'interstice des rideaux. Et elle entendait chaque son de la nuit plus clairement que jamais. Le grondement lointain du train, quelqu'un qui ferme une portière de voiture en bas, le doux bruit des tuyaux dans les murs et la respiration régulière de Bria sur le petit lit à moins d'un pas. Bria bougea à 2 heures du matin sans se réveiller, juste le genre de mouvement qu'un enfant fait au milieu d'un rêve, assez vif pour que le corps réagisse. Et dans ce rêve, Bria murmura, sa voix petite, ronde et floue dans cet espace de demi-sommeil. Oncle Rave dit qu'il aime les chaussures qui s'allument. Puis, elle se recroquevilla à nouveau, serra plus fort M. Patch et replongea dans un sommeil profond avec l'aisance absolue d'une enfant de 3 ans qui ne savait pas que le monde était bien plus compliqué que des chaussures clignotantes, des muffins aux myrtilles et un homme gentil accroupi sur le sol d'un magasin. Darcy resta dans le noir et écouta sa fille rêver de l'homme qui tenait le pouls de Chicago dans sa main. Et la question qu'elle avait évitée depuis qu'elle était assise à la table de la cuisine sous la lumière fluorescente ne la laissait plus l'éviter. Elle était là, sur le plafond, brillant sur elle avec la lumière de la rue, claire et froide. Ai-je le droit? Ai-je le droit de laisser ma fille s'attacher à un homme qui vit dans un monde qui pourrait les engloutir toutes les deux? Darcy n'était pas le genre de personne à romancer le danger. Elle avait grandi à Pilson, où elle en avait vu assez pour savoir que la violence n'était pas romantique, que le pouvoir de la pègre n'était pas un film, que les personnes les plus proches de l'œil du cyclone étaient généralement celles qui étaient les plus blessées lorsque la tempête frappait. Elle pensa à démissionner, à trouver un autre travail, à couper net, vite, de manière décisive. Avant que Bria ne s'attache plus profondément, avant que le nom d'Oncle Rafe ne devienne quelque chose qu'on ne pouvait pas retirer du monde de sa fille sans laisser une déchirure derrière. Mais elle savait aussi, allongée dans le noir et écoutant son enfant respirer, qu'il était peut-être déjà trop tard. Bria était attachée. Le bras autour de son cou dans le parking en était la preuve. Le rêve qu'elle venait de prononcer en était la preuve. Couper maintenant, ce serait couper dans Bria. De l'autre côté de la ville, dans la demeure de la Gold Coast, Rafe Moretti ne pouvait pas dormir non plus. Il était assis dans son bureau, dans le fauteuil en cuir où il s'était assis des milliers de nuits auparavant, au bureau où il avait pris des milliers de décisions. Mais ce soir, la pièce semblait différente, comme si ses dimensions avaient changé, les murs se rapprochant, le plafond s'abaissant. Pas en fait, mais de la manière dont l'espace se contracte quand on reste assis seul à l'intérieur trop longtemps
et qu'on commence à réaliser qu'on y est seul depuis trop longtemps. L'appel de Wendell résonnait encore dans son esprit. Pas les mots. Wendell n'avait dit qu'une seule phrase, mais le silence qui avait suivi. Le silence de deux hommes qui partageaient une compréhension que personne n'avait besoin d'expliquer davantage. Dans leur monde, l'affection était une arme. Pas une arme que l'on utilisait, mais une arme que les autres utilisaient contre vous. Si l'un des hommes qui s'opposaient à lui, les hommes qui voulaient son territoire, voulaient son pouvoir, le voulaient mort, découvrait que Ralph Moretti tenait à une femme qui nettoyait sa maison et à son enfant de 3 ans, alors Darcy et Bria ne seraient plus des personnes. Elles deviendraient un levier. Et un levier dans ce monde ne finissait pas bien. Il pensa à l'avertissement, une cible. Puis il pensa aux yeux de Bria quand elle avait levé les bras pour être prise dans le parking. De grands yeux ronds et bruns sans le moindre grain de peur. Des yeux qui le regardaient comme s'il était de la sécurité et non le danger. Il pensa à la petite main autour de son cou, pesant moins d'une livre et plus lourde que tout ce qu'il avait jamais porté. Il pensa à Darcy disant « Je pense que vous avez peur », dans la lumière tardive de la cuisine qui sentait les muffins. Et avec la même question que Darcy se posait à Pilsen, Rafe se la posait à Gold Coast, mais Daisy, Martin. Mais de l'autre côté, ai-je le droit? Ai-je le droit de les attirer dans l'orbite de ma vie alors que cette orbite contient des balles, des ennemis et le genre de silence qu'une salle de réunion au sous-sol renferme? Ai-je le droit de vouloir quelque chose que j'ai passé 13 ans à me convaincre que je n'en avais pas besoin, alors que le coût de ce désir pourrait ne pas être payé par moi, mais par elle? Deux personnes, deux pièces, deux côtés de la même ville. Darcy allongé dans le noir, écoutant son enfant respirer à Pilsen. Rafe assis seul sous une lampe de bureau à Gold Coast. La même question, la même nuit, et aucune réponse n'arrivant avant le matin. Le lendemain matin, Darcy arriva à la demeure 15 minutes plus tôt que d'habitude. Elle installa Bria dans la cuisine avec Mme Aldridge, vérifia que M. Patch était dans les mains de sa fille et que sa fille était stable avec un bol de céréales. Puis elle se rendit directement au bureau de Rafe. Elle n'attendit pas Preston. Elle n'attendit pas d'être convoquée. Elle n'attendit pas les horaires, ni la permission, ni aucune des procédures du système qu'elle avait parfaitement suivies pendant 11 mois. Elle frappa 2 coups, courts et clairs. Le genre de coup qui appartient à quelqu'un qui a déjà décidé, avant que son poing ne touche le bois, qu'elle entrera, quelle que soit la réponse. « Entrez », dit la voix de Rafe de l'intérieur. Elle ouvrit la porte et entra. Rafe était assis derrière son bureau, le téléphone à la main, et quand il leva les yeux et la vit, il y eut un moment de réelle surprise sur son visage. Bref, mais impossible à cacher. Car en 11 mois, Darcy Campos n'était jamais venue à son bureau de sa propre initiative. Pas une seule fois. Elle était celle qu'on appelait, pas celle qui appelait. Elle était celle qui attendait les ordres, pas celle qui fixait la réunion. Et maintenant, elle se tenait dans l'embrasure de sa porte à 7h45 du matin, avec une expression qu'il reconnaissait de leur conversation dans la cuisine. L'expression que Darcy portait quand elle était sur le point de dire quelque chose de vrai. Une expression calme, directe et certaine, et qui lui coûtait beaucoup. « Je sais qui vous êtes », dit Darcy. Pas d'introduction, pas de détour, pas d'adoucissement. 5 mots posés dans la pièce comme on pose un objet lourd sur une table. Et sur le visage de Rafe Moretti, plus vite que n'importe quelle expression que Darcy ait jamais vue en lui, quelque chose se ferma. Pas de la colère, pas de la peur. Un réflexe. La fermeture automatique d'une porte chez un homme qui avait vécu 13 ans dans un monde où quiconque savait qui il était pouvait être une menace. Le mur se dressa instantanément. Son visage devint plat, illisible et distant. Le visage d'un patron, pas le visage de l'homme qui mangeait des muffins dans la cuisine. Darcy vit le mur se dresser sur son visage, et elle ne recula pas. Elle s'y était attendue. Elle avait passé toute la nuit à se préparer à ce moment précis, à la possibilité que dès qu'elle parlerait franchement, l'homme en face d'elle deviendrait la version que toute la ville craignait, au lieu de la version que sa fille appelait oncle, et elle avait décidé qu'elle parlerait, quelle que soit la version qu'il deviendrait, parce que sa mère lui avait appris à dire la vérité et que cela l'avait imprégnée. Et la nuit dernière était la dernière nuit où elle s'autoriserait à rester dans le noir avec une question non formulée. « Je sais qui vous êtes », répéta-t-elle plus lentement. Non pas parce qu'elle pensait qu'il n'avait pas entendu,
mais parce qu'elle voulait qu'il comprenne qu'elle ne parlait pas sous le coup de la colère ou de la panique. Elle parlait après une nuit blanche de réflexion, que chaque mot avait été choisi. Et ma fille demande quand elle reverra Oncle Rafe chaque soir avant de s'endormir. Quelque chose bougea derrière le mur sur le visage de Rafe quand elle prononça le nom de Bria. Petit, mais elle le vit. Elle le vit parce qu'elle avait appris à le lire pendant ses soirées dans la cuisine. Et le mur qu'il avait construit était bon. Mais il n'était pas aussi bon qu'il l'avait été 13 ans auparavant, car il y avait une fissure par où Bria était passée. Et on ne pouvait pas reconstruire complètement cette fissure quand la chose qui l'avait créée était une enfant de 3 ans, serrant un lapin en peluche à un œil. Alors, j'ai besoin que vous me regardiez, dit Darcy, et que vous me disiez la vérité. Est-elle en sécurité? Silence. Le silence le plus lourd que cette maison ait jamais connu. Et cette maison avait connu de nombreux types de silence lourds en 13 ans. Le silence du sous-sol, le silence des appels téléphoniques de Preston, le silence des nuits où Rafe restait seul après avoir pris des décisions qu'il ne disait à personne. Mais aucun silence n'était plus lourd que celui-ci, car ce silence contenait la réponse à une question qui, s'il y répondait mal, lui coûterait la seule chose en 13 ans qui lui avait donné envie de s'arrêter et de rester. Oui, dit Rafe, sa voix n'était plus plate. Le mur était toujours là, mais il s'était fissuré davantage, et à travers la fissure, Darcy pouvait voir l'homme derrière, l'homme qui avait porté sa fille sur son épaule dans un parking, et qui avait l'air d'avoir reçu quelque chose de précieux. Sur ma vie. Darcy le regarda. Elle lut de ses yeux comme elle lisait les yeux de tout le monde. La façon dont on apprend quand on grandit à Pilsen, où lire correctement les gens est une compétence de survie. Où l'on apprend à faire la différence entre un homme qui dit « sur ma vie » comme une réplique et un homme qui dit « sur ma vie » et qui mourrait vraiment avant de laisser quoi que ce soit toucher la personne qu'il protège. Rafe Moretti était du deuxième genre. Elle en était sûre. « Je reste », dit Darcy. Et avant que quoi que ce soit ne puisse changer sur le visage de Rafe, avant que la fissure ne puisse s'élargir en soulagement, elle continua. « Mais vous n'amenez jamais ce monde dans cette maison quand ma fille est là, jamais. » « Jamais, » dit Rafe. Aucune hésitation, aucune condition, aucune négociation. 2 mots fermes et définitifs de la manière dont il donnait chaque ordre qui n'avait jamais besoin d'être répété. Mais cette fois, ce n'était pas un ordre. C'était une promesse. Et Darcy pouvait entendre la différence. Darcy Campos, 27 ans, mère célibataire, la femme qui nettoyait la demeure, la femme dont la mère lui avait appris à dire la vérité parce qu'elle n'avait pas la force pour autre chose, venait de fixer une limite au chef de la mafia de Chicago. Et le chef de la mafia de Chicago hocha la tête. 2 semaines après la confrontation dans le bureau, après 2 semaines pendant lesquelles tout entre eux avait basculé dans une zone où des limites avaient été fixées et une promesse avait été donnée, et où tous deux marchaient prudemment sur un nouveau terrain pour lequel personne n'avait de carte. Rafe appela Darcy un soir alors que Bria dormait dans le coin du canapé avec M. Patch et que la maison baignait dans le calme doux des heures tardives. Il se tenait près de la fenêtre du salon, regardant le jardin dans le noir, et quand elle arriva, il ne se tourna pas tout de suite. Il continua de regarder dehors pendant quelques secondes de plus, et Darcy réalisa qu'il se préparait. Pas le genre de préparation qu'un homme fait avant de donner un ordre, mais le genre de préparation qu'un homme fait avant de dire quelque chose qui lui coûte, quelque chose avec lequel il était resté seul assez longtemps pour savoir que ça ferait mal et qu'il devait quand même le dire. « Je pense que je devrais être direct, » dit Rafe en se tournant pour la regarder, « parce que vous m'avez appris que la franchise est la seule chose qui vaille la peine d'être dite. » Darcy resta immobile et attendit. « Je ne sais pas si j'ai le droit de vous attirer dans mon monde, » dit-il. « Vous et Bria. Wendell a raison. Si quelqu'un l'apprend, vous devenez la chose que mes ennemis utilisent pour m'atteindre. Et j'ai vécu assez longtemps dans ce monde pour savoir qu'ils n'hésiteront pas. » Il fit une pause. « Vous attirer est égoïste. Je le sais et j'ai besoin que vous sachiez que je le sais. » Darcy le regarda. L'homme debout devant elle lui offrait volontairement des raisons de partir. L'homme qui avait passé 13 ans à construire des murs et qui essayait maintenant d'en construire un autre, non pas pour la tenir à l'écart, mais pour la protéger par la distance. Et qu'elle comprit que c'était la version la plus dangereuse de l'attention qu'elle ait jamais rencontrée. Le genre autodestructeur,
Le genre d'amour qui se coupe lui-même parce qu'il croit que sa propre absence est le meilleur cadeau qu'il puisse offrir. Avez-vous peur pour vous? Dit Darcy, l'interrompant. Ou avez-vous peur pour moi? Rafe s'arrêta. Parce que si vous avez peur pour moi, dit-elle, sa voix calme et claire de la manière que sa mère reconnaîtrait immédiatement, comme la voix de la famille Campos quand il disait les choses les plus importantes. Alors laissez-moi décider. Je suis une adulte. Mes yeux sont ouverts. Je sais dans quoi je m'engage. Vous n'avez pas à décider pour moi afin de me protéger. Silence. Je fais plus confiance aux yeux de mon enfant qu'à n'importe quoi d'autre, dit-elle. Et mon enfant vous regarde avec les yeux qu'elle n'utilise que pour quelqu'un en qui elle a confiance. Rafe se tenait près de la fenêtre et regardait la femme de 27 ans qui avait pris la raison qu'il avait offerte pour se retirer, l'avait replacée devant lui et avait dit « Non, vous n'avez pas le droit de vous retirer à cause de moi. Si vous voulez vous retirer, alors retirez-vous à cause de vous, mais ne m'utilisez pas comme raison. » Et il réalisa que c'était la deuxième fois qu'elle lui fixait une limite. La première était « N'amenez pas les ténèbres à la maison quand mon enfant est là. » Et cette fois, c'était « Vous n'avez pas le droit de m'exclure des décisions concernant ma propre vie. » Et les deux fois, il n'avait aucun argument, car les deux fois, elle avait raison. « D'accord, dit-il. Je veux essayer, si vous êtes d'accord. »« Je suis d'accord, dit Darcy. Il rencontra Louisa un dimanche après-midi, 3 semaines plus tard, dans l'appartement de Pilson, qui sentait la cannelle et la crème pour les mains à la lavande. Louisa Campos était assise à la table de la cuisine. La femme qui pouvait étirer $1 jusqu'à ce qu'il crie grâce, qui avait survécu à un cancer de stade 3, qui avait regardé sa fille et dit « On fera les comptes » quand tout s'effondrait. Et elle évalua Rafe Moretti avec les yeux calmes et clairs de quelqu'un qui avait assez vécu dans ce monde pour ne faire confiance à personne jusqu'à ce qu'il ait fait ses preuves. Elle vit la longue cicatrice sur le dos de sa main droite. Elle vit la façon dont il s'asseyait, ne tournant jamais le dos à la porte. L'habitude d'un homme qui vivait dans un monde où tourner le dos à la porte pouvait être la dernière chose que vous fassiez. Elle vit la voiture noire garée dehors et l'homme en noir assis à l'intérieur, impassible. Elle ne posa pas de questions. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir qu'il y avait des questions dont les réponses se trouvaient juste devant vous si vous saviez regarder. Et Louisa Campos savait regarder. Elle parla en portugais, lentement et clairement, regardant droit dans les yeux de Rafe. Vous ressemblez à un homme qui est seul depuis si longtemps qu'il ne le sait même plus. Rafe resta silencieux un moment. Puis il hocha la tête. C'est peut-être vrai. Louisa hocha la tête en retour. Elle se tourna vers l'assiette de muffins sur la table. Des muffins aux myrtilles, du genre dont Darcy avait ramené la recette de chez Madame Aldridge et qu'elle avait préparé ce matin. Et elle en prit un avec le calme de quelqu'un qui avait rendu un verdict et qui s'y tiendrait jusqu'à ce que de nouvelles preuves arrivent. Une acceptation temporaire. Mais ses yeux, quand elle regarda Rafe par-dessus le muffin, disaient autre chose. Il disait « Je vous surveille et je n'arrêterai pas de vous surveiller. Et si vous faites du mal à ma fille, aucun mur que vous construirez ne sera jamais assez haut. » Il y eut un moment, 2 mois plus tard, auquel Rafe reviendrait encore et encore dans son esprit. En fin d'après-midi, la dernière lumière du soleil se déversait dans le jardin arrière de la demeure sous un angle bas et doré. Le genre de lumière que l'on n'obtient que pendant environ 40 minutes avant la nuit. Le genre de lumière dont il n'avait même pas remarqué la beauté pendant 13 ans. Parce que pendant 13 ans, il était toujours dans une salle de réunion, un sous-sol ou au téléphone à 7 heures. Bria était dans le jardin, menant une enquête sur les parterres de fleurs avec la concentration scientifique sérieuse qu'elle apportait à chaque investigation. La tête baissée, les mains écartant les feuilles, les yeux suivant le sol avec l'expression d'un chercheur de terrain suivant une découverte importante. Darcy était assise sur les marches menant au jardin. Elle avait enlevé ses chaussures et les avait posées soigneusement à côté d'elle, les pieds nus sur la pierre chaude, le visage tourné vers le dernier soleil, les yeux fermés. Et sur son visage, il y avait quelque chose que Rafe n'avait pas vu auparavant, ou plus exactement, qu'il n'avait pas vu sous une forme aussi complète. Un lâcher-prise. Pas un lâcher-prise complet, car Darcy Campos n'était pas le genre de personne à lâcher complètement prise, mais la version la plus proche du lâcher-prise qu'elle s'autorisait. Le rare moment où elle ne calculait pas, ne gérait pas, ne portait pas. Elle était seulement assise et profitait du soleil. Rafe se tenait à côté d'elle et sans planifier, sans décider, sans calculer de stratégie,
Il se pencha et prit sa main. C'était tout. Une main avec une longue cicatrice sur le dos. Une main qui avait signé des ordres, tenu une arme et fait des choses sur lesquelles elle choisissait de ne pas poser de questions. Prenant une main rendue rugueuse par le frottement quotidien. Une main qui avait essuyé des milliers de surfaces dans sa maison. Une main qui tressait les cheveux de Bria chaque matin, essorait les serviettes et les tenait tout ensemble avec des fils si fins qu'elle-même avait peur de regarder de trop près. Darcy ouvrit les yeux. Elle regarda leurs mains jointes, sa cicatrice pressée contre la rugosité de sa peau. Deux cartes de deux vies différentes qui se touchaient. Puis elle leva les yeux vers lui et elle appuya sa tête contre sa jambe. Léger, naturel, le geste le plus simple et le plus honnête. Le geste de quelqu'un qui avait passé en revue chaque calcul, chaque risque, chaque raison de ne pas le faire, et qui avait décidé que c'était sûr, réel, et que ça en valait la peine. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que Bria accourt du parterre de fleurs, les deux mains en coupe autour de quelque chose, son visage illuminé par l'excitation de quelqu'un qui venait de faire une percée scientifique. « J'ai trouvé un ver », annonça-t-elle, tendant ses mains pour leur montrer un ver de terre se tortillant entre de petits doigts boueux. « Il a besoin d'une maison. »« Est-ce qu'il peut rester ici? »« Il vit dans la terre, ma chérie, » dit Darcy. « Il a déjà une maison. » Bria regarda le ver, pas entièrement convaincu, ayant clairement des opinions différentes sur la qualité du logement du ver et pesant les options d'amélioration. Rafe la regarda et Darcy sentit sa main se resserrer légèrement autour de la sienne. Rafe commença à mieux dormir après ce moment. Pas immédiatement, pas complètement, car 13 ans d'insomnie ne disparaissent pas à cause d'un après-midi dans un jardin. Mais progressivement, de la manière dont l'eau trouve son chemin à travers les fissures et la pierre, quelque chose à l'intérieur de lui commença à se détendre. Il commença à aller aux réunions avec ce que son assistant décrivit en privé comme une énergie différente. Toujours vif, toujours concentré, mais ne fonctionnant plus avec le carburant étroitement comprimé, presque frénétique, d'un homme n'ayant que le travail pour contrebalancer le travail. Il commença à rentrer à l'heure le dimanche. Il commença à remarquer la qualité de la lumière du matin, la façon dont elle tombait à travers les fenêtres de la cuisine sous différents angles selon la saison. Et il réalisa que pendant 13 ans, il l'avait manqué chaque matin parce qu'il regardait toujours un écran, au lieu de regarder par la fenêtre. Et un mardi matin de janvier, Rafe se tenait dans la cuisine en buvant son café et il vit le dessin. Bria l'avait scotché sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de fleur. Dessiné au crayon de cire avec le style artistique inimitable d'une enfant de 3 ans. 4 personnes debout côte à côte, avec des proportions de taille très interprétatives et une précision technique limitée. Sous chaque personnage, l'écriture de Darcy l'étiquetait dans l'ordre que Bria avait dicté. Maman, Rafe, Bria, Monsieur Patch. Monsieur Patch était de la même taille que Rafe. Les 4 personnages avaient la même bouche souriante énorme. Rafe se tenait dans la cuisine, regardant le dessin, et sentit quelque chose le traverser, large, calme et apaisant, de la manière dont l'eau retrouve son niveau après une longue perturbation. 4 bonshommes allumettes avec d'énormes sourires, un lapin en peluche aussi grand qu'un chef de la mafia. Et il regarda ce dessin et pensa à un matin, des mois auparavant, où il avait levé les yeux de sa tablette et vu des chaussures roses déchirées sur le sol en marbre. Et il comprit que tout avait commencé là, avec le petit trou dans la pointe gauche où il pouvait voir le bout d'une fine chaussette rose. Et maintenant, il se tenait dans la cuisine, regardant un dessin de 4 personnes sur le réfrigérateur et buvant du café dans une lumière matinale si belle qu'il la remarquait vraiment. 6 mois plus tard, la table de salle à manger de 12 couverts avait été déplacée. Pas loin. Toujours dans la même maison, toujours la même table en chêne foncé qui avait porté le poids des repas de la famille Moretti pendant 2 générations. Mais elle avait été déplacée de la salle à manger principale, la pièce formelle avec le haut plafond, le lustre et le silence coûteux, vers la cuisine ouverte. L'architecte d'intérieur l'avait autrefois appelé le coin petit déjeuner, qui en pratique était devenu le véritable centre de la maison. La pièce où la lumière du matin se déversait le plus fort, où ça sentait toujours le café et quelque chose qui cuisait, où l'on pouvait entendre la cuisine et le jardin à travers les portes vitrées qui s'ouvraient sur la cour. L'idée de déplacer la table venait de Bria. Techniquement,
Elle annonça un matin, avec l'autorité absolue qu'elle apportait à chaque arrangement domestique, que la grande table était trop loin de la cuisine. Il fallait trop de temps pour aller chercher la nourriture, et être là-dedans était vraiment ennuyeux. Elle dit la dernière partie avec la précision d'une enfant de 3 ans. Vraiment ennuyeux. Et ces deux mots atterrirent avec une acuité qu'aucun adulte dans la pièce ne put esquiver. Parce que chacun d'eux l'entendit et sut qu'un enfant venait de nommer la chose qu'ils ressentaient tous, mais que personne n'avait dite à voix haute. La table fut déplacée ce week-end-là. La table avait toujours 12 sièges. Le dimanche matin, elle était pleine. Luisa Campos venait tous les dimanches, 3 mois en rémission et un peu plus forte chaque semaine, apportant l'odeur de crème pour les mains à la lavande et la capacité de transformer n'importe quel réfrigérateur en un festin. Et un regard particulier qu'elle lançait à sa fille qui disait « Je suis là, je suis fière, et je n'ai pas fini ». Elle venait avec sa nièce, Nena, 25 ans. Drôle de la manière sèche et rapide de quelqu'un qui a grandi en transformant les difficultés en blagues. Et le petit ami de Nena, Jude, silencieux, mais il faisait la vaisselle sans qu'on le lui demande, et rien que pour ça, il fut accepté immédiatement. Preston venait parce qu'il était invité. Et il s'est avéré que Preston, qui avait déjeuné seul à son bureau pendant 9 ans, lorsqu'il était placé à une table avec 11 autres personnes, était un être humain étonnamment chaleureux, avec une expertise étonnamment profonde en jeux de société que personne ne savait qu'il jouait. Madame Aldridge venait, apportait de la nourriture et resservait tout le monde sans demander, car c'était son langage d'amour, et tout le monde le recevait comme un langage d'amour. Wendell venait, réticent la première fois, moins réticent la deuxième, la troisième fois, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Il amenait sa femme, Margot, et Margot parla avec Louisa pendant 3 heures d'affilée la première fois qu'elles se sont rencontrées. Puis elle est partie avec le numéro de téléphone de Louisa, une recette de muffins aux myrtilles et la promesse de revenir le dimanche suivant. Bria s'assit au bout de la table. Personne n'a voté. Personne ne l'a arrangé. C'est arrivé naturellement, comme les choses les plus vraies arrivent. Un dimanche, elle grimpa sur la chaise du bout, la chaise qui avait toujours été vide auparavant, et annonça qu'elle pouvait voir tout le monde d'ici et qu'elle allait s'asseoir là. Et ce fut tout. Elle portait ses chaussures lumineuses tous les dimanches, des étoiles roses clignotant sur le sol de la cuisine, alors qu'elle se déplaçait de personne en personne, dans l'orbite de quelqu'un s'assurant que tout le monde à sa table avait ce dont il avait besoin. Elle avait appris ça de sa mère. Tout le monde à table pouvait le voir. Rafe s'assit à la droite de Bria. Personne n'a arrangé ça non plus. C'était entièrement son choix. Il s'assit là avec la qualité particulière d'un homme qui avait appris, au fil de 6 mois de dimanche, ce que c'était que d'avoir un endroit où aller qu'il n'avait pas orchestré. Un endroit qui ne lui demandait rien d'autre que sa présence et qui voulait vraiment cette présence. Il s'assit là, buvant du café et écoutant 12 personnes remplir la table qui avait été construite exactement à cette fin. Et il regarda de l'autre côté de la table où Darcy riait de quelque chose que Nena venait de dire. Sa tête renversée en arrière, son visage entier ouvert et sans garde de la manière que seul le dimanche matin pouvait faire ressortir en elle. Et il ressentit quelque chose pour lequel il n'y avait pas de mot équivalent dans le monde où il opérait autrefois. Un foyer. Wendell était assis en face de lui, et Darcy surprit le moment où Wendell regarda Rafe rire. Vraiment rire. Pas le rire poli ou le rire froid, mais le genre de rire qui utilisait tout le visage. Et Wendell se tourna vers Margot et murmura « 13 ans, je ne l'ai jamais vu comme ça. » Margot prit la main de son mari sous la table. Et pour la première fois, lorsque le téléphone vibra dans sa poche, un message de l'autre monde, des territoires, du peur, des appels cryptés et du silence du sous-sol, Rafe ne regarda pas. Il le laissa vibrer. Il choisit la table. Les chaussures roses déchirées étaient scellées dans un petit cadre en bois, posé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, où la lumière du matin les touchait en premier chaque jour. Délavée et terne, la semelle gauche toujours béante, la chaussure droite toujours sans lacet, la pointe gauche toujours percée. Le même trou à travers lequel, des mois plus tôt, Rafe Moretti avait vu le bout d'une fine chaussette rose et senti quelque chose traverser chaque mur qu'il avait jamais construit. Elles étaient là derrière une vitre, comme un souvenir, comme un rappel, comme la preuve que de petites choses brisées pouvaient changer la direction de tout.
Bria posa une question à leur sujet un matin alors qu'elle était assise sur le comptoir de la cuisine à manger des céréales, les pieds se balançant, ses chaussures lumineuses clignotant doucement chaque fois que ses talons tapaient sur le meuble en dessous. Pourquoi c'est là? Demanda-t-elle en montrant le cadre en verre sur le rebord de la fenêtre. Darcy versait du café et elle fit une pause, regarda les chaussures dans le cadre et répondit de la voix qu'elle utilisait quand elle disait à Bria des choses importantes. Calme, claire et chaleureuse, pour qu'on se souvienne de quelque chose d'important. De quoi? Que parfois, dit Darcy, la chose qui semble cassée est la chose qui ouvre la porte. Bria étudia les chaussures dans le cadre avec le sérieux qu'elle apportait à toute nouvelle information qui devait être traitée. Puis son visage s'illumina de la manière dont les enfants s'illuminent lorsqu'ils trouvent un lien entre deux choses que les adultes supposent qu'ils ne peuvent pas relier. Comme l'œil de M. Patch, dit-elle. Il a perdu un œil, mais il peut toujours voir où il va. Exactement comme ça, dit Darcy, et elle sourit. Le genre de sourire qui n'apparaît que lorsque sa fille dit quelque chose de si vrai qu'il n'y a plus rien à ajouter. Il y avait autre chose que Darcy découvrit. Pas le même jour, mais un matin ordinaire, lorsqu'elle ouvrit le tiroir de la cuisine pour prendre des serviettes. Ce tiroir, le tiroir qu'elle connaissait depuis ses premiers mois de travail dans cette maison, contenait quelque chose à côté du lin. Le tiroir qu'elle avait ouvert des centaines de fois, et chaque fois avait vu de l'acier froid à côté de tissu blanc, et chaque fois l'avait refermé sans réagir, car réagir était un luxe. Ce tiroir ne contenait plus que des serviettes. Darcy se tenait dans la cuisine, la main tenant le tiroir ouvert, et fixait l'espace vide où l'arme avait été. Personne ne le lui avait dit. Personne ne l'avait annoncé. Rafe ne l'avait pas déclaré, ni expliqué, ni transformé en un grand geste. Il l'avait simplement déplacé tranquillement, à un moment qu'elle ignorait, de la même manière qu'il avait payé la dette de sa mère, sans bruit, sans avoir besoin que quelqu'un le voie. Elle resta là, dans la cuisine, pendant un long moment, regardant cette absence où se trouvait autrefois de l'acier froid, et où il n'y avait maintenant que du lin blanc et la lumière du matin. Et elle comprit que c'était ainsi que Rafe Moretti disait les choses qu'il ne savait pas dire à voix haute. Les chaussures encadrées sur le rebord de la fenêtre disaient « C'est ici que tout a commencé ». Le tiroir vide disait « Je choisis ça ». Le dernier dimanche de l'année, un dimanche de décembre, lorsque la lumière du soleil entrait par les fenêtres de la cuisine sous son angle le plus bas et le plus doré, la table de 12 couverts était pleine. Des muffins aux myrtilles venaient de sortir du four, et Bria faisait sa tournée dominicale pour confirmer que tout le monde à sa table était heureux. Louisa disait quelque chose à Nena en portugais, qui fit que Nena se couvrit la bouche et se pencha en riant. Jude était assis à côté de Nena, silencieux et souriant, ses mains empilant automatiquement les assiettes sales en une pilnette, car faire la vaisselle était son langage d'amour. Preston et Wendell avaient une petite mais féroce dispute sur quelque chose impliquant à la fois l'histoire et les jeux de société. Une dispute qu'ils appréciaient tous les deux clairement plus que toute autre conversation qu'ils avaient eue toute la semaine. Madame Aldridge se déplaçait autour de la table, remplissant le café et le jus d'orange sans que personne n'ait besoin de demander. Margot se penchait vers Louisa pour écouter l'histoire, sa main tenant toujours celle de Wendell sous la table depuis un moment inconnu plus tôt. Bria vint à la chaise de Rafe et tira sur sa manche. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? » dit-il. « Je t'ai fait ça, dit-elle. » Et de derrière son dos, elle sortit un dessin, le crayon de cire encore un peu collant et frais, et le leva pour qu'il le voie. 4 personnes, plus grandes que celles sur le réfrigérateur, car en 6 mois, elle s'était améliorée. Et les 4 se tenaient devant quelque chose qui était clairement une maison. Tous avaient le même genre d'énormes bouches souriantes, mais cette fois, en bas, dans l'écriture soignée de Darcy qui écrivait ce que Bria dictait, il y avait un titre, « Notre famille ». Rafe regarda le dessin. Il regarda longtemps, et sa gorge fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait en 13 ans. Pas depuis qu'une enfant de 3 ans serrant un lapin en peluche à un œil s'était égarée dans sa salle à manger un matin ordinaire et avait changé la direction de tout. Il tenait le dessin à 2 mains, avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de si précieux qu'il n'osait pas le serrer trop fort. « Parfait, dit-il. « Je sais, dit Bria, avec la satisfaction de quelqu'un qui avait prédit correctement la réaction. « Je peux avoir un muffin? »
Tu peux en avoir deux. Maman dit un. Maman est plus intelligente que moi, dit-il. Un. Bria hocha la tête, satisfaite que tout ait été correctement réglé, et se retourna vers l'assiette de muffins avec l'énergie déterminée de quelqu'un dont le travail ici était terminé, ses chaussures lumineuses clignotant des étoiles roses sur le sol de la cuisine. Rafe leva les yeux du dessin et croisa le regard de Darcy de l'autre côté de la table. Elle le regardait avec l'expression qu'il avait appris à lire au fil de 6 mois de dimanche. Chaleureuse, claire et légèrement étonnée. Le visage d'une femme qui avait été pratique, prudente et autonome pendant si longtemps que lorsque quelqu'un la voyait vraiment, complètement, c'était encore une surprise à chaque fois, la traversant encore comme quelque chose de nouveau. Il leva le dessin vers elle, à travers la table. Elle regarda. Il regarda son visage. Et Darcy Campos, 27 ans, la mère de Bria, la fille de Louisa, la femme qui étirait chaque dollar, portait chaque fardeau et disait chaque vérité, sourit. Le genre de sourire qui vient de la partie la plus profonde d'une personne, la partie qui vit sous toutes les couches de gestion, de pragmatisme et de la belle armure qui avait été nécessaire. La table était pleine. Les chaussures encadrées sur le rebord de la fenêtre captaient le soleil de décembre. Le tiroir de la cuisine ne contenait que des serviettes en lin. 12 personnes autour de la table riaient, parlaient, se passaient des muffins, étaient imparfaites, miraculeuses et complètes. Une famille. Il y a des choses qui commencent par un très petit trou dans une très petite paire de chaussures et qui se terminent par quelque chose qui semble enfin suffisant. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle que parfois, le miracle ne vient pas d'un endroit lointain. Il vient du moment où nous nous arrêtons assez longtemps pour voir vraiment la personne à côté de nous, pour voir les chaussures déchirées, les rêves mis de côté et le courage silencieux des gens qui portent tout seuls sans jamais se plaindre. Que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être entier. Que la famille n'a pas besoin d'être de sang. Ce peuvent être les gens qui choisissent de s'asseoir à la même table que vous chaque dimanche matin. Et que la chose qui semble cassée, que ce soit d'une paire de chaussures, un lapin en peluche à un œil ou un cœur qui a été fermé trop longtemps, est parfois la chose même qui ouvre la plus belle des portes. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo pour que plus de gens puissent l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires. Nous aimerions vraiment savoir ce que vous avez ressenti en écoutant cette histoire, à qui elle vous a rappelé dans la vie réelle, ou ce qu'elle a touché dans ce que vous traversez. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions écouter les sentiments venus du fond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une très bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.